Il est devenu commun de dire que nous sommes rentrés dans l'âge de l'information. Cela est d'ailleurs difficilement contestable. Presque tout le monde a aujourd'hui accès à Internet, et donc à des sites d'actualité, des encyclopédies, des sites spécialisés, le tout gratuitement et pour ainsi dire instantanément. Le problème, dès lors, n'est plus tant d'obtenir des informations que de les trier. Comment distinguer le vrai du faux, ou tout au moins le plausible de l'implausible? La question est vaste. Néanmoins, une idée centrale semble évidente. Il faut faire fonctionner son esprit critique et inciter les autres à en faire de même. Facile à dire, évidemment. Difficile à faire? Peut-être, mais des méthodes existent, aussi imparfaites soient-elles, car des gens se sont déjà penchés sur ces questions. Dans cet épisode, je reçois Denis Carotti, qui milite pour et enseigne la méthode de pensée critique par l'angle de la zététique. La zététique a été définie et créée par Henri Brock dans les années 1980 et se propose d'appliquer la méthode scientifique à l'étude des phénomènes réputés paranormaux ou supernaturels. Nous explorons ici les tenants et les aboutissants de la pensée critique, notamment en lien avec l'enseignement des sciences. Denis, tu es professeur de physique-chimie dans l'enseignement secondaire à Marseille et tu es membre aussi du Cortex, donc c'est un acronyme qui veut dire Collectif de recherche transdisciplinaire Esprit critique et sciences. Tu es aussi collaborateur extérieur du laboratoire zététique qui dépend de la faculté des sciences de Nice et entre autres membre de l'association Marseille Zététique. Alors, tu es donc mon premier intervenant et comme il se doit, on va commencer par le début, donc par le Z de zététique. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est que la zététique? Parce que c'est un mot, je pense, qui n'est pas encore très connu. Ouais, zététique. Et comme ça, je corrige un tout petit truc, sachant que le laboratoire de zététique a disparu, donc Ah oui, c'était voilà. Même s'il existe encore le centre d'analyse zététique à Nice, qui est une association et qui est toujours sous couvert d'Henri Brock, qui est professeur émérite à la faculté de Nice, donc qui revient toujours dans des locaux, mais voilà, le labo en lui-même a disparu. d'accord. Zététique, donc on doit, ouais, zététique, du grec zétein, comme on dit à chaque fois, qui signifie chercher, mais défini comme la méthode scientifique d'étude des phénomènes dits paranormaux, Mhm. qui se présente comme cette démarche intellectuelle qui permet de développer son sens critique, mais appliqué aux phénomènes étranges et paranormaux. Ça, c'était l'origine à la base de cette discipline, on va dire, que Henri Brock a remis au goût du jour dans les années 80. D'accord. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique que l'esprit critique en général, la méthode scientifique en général. Tu me dis qu'il y a ce focus en fait sur ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux. D'accord, Oui, oui, d'accord. c'est ça. C'est, on va dire, l'ancrage historique, c'est ça, oui. Mhm. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me dire pour quelle raison tu t'es lancé là-dedans en fait? Euh, Au départ, je pense que c'était, il y a plusieurs raisons. Euh, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y avait une envie au départ, de débunker les choses auxquelles les gens croyaient. Ça, c'est Mhm. vrai que c'était la première idée personnelle. C'était cette idée vraiment de montrer qu'il y a quand même des choses. Les gens vont quand même vous croyez à des choses, et grâce à cette démarche dite scientifique, on peut vous montrer qu'il faut. Mhm. C'est vrai que c'est dit comme ça, c'est un peu violent, mais c'est vrai que c'était cette idée d'éclairer les gens, quoi, de se dire regardez, moi je suis arrivé à comprendre, on m'a montré aussi, on m'a expliqué, il y a des gens qui savent le faire, et vous laissez pas avoir, quoi. Mhm. Ah, c'était cette première approche-là. Au tout départ, c'était ça. Ouais. Donc c'était des choses que tu pouvais constater comme ça, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, tout Comme simplement, l'astrologie, par exemple, comme c'est le meilleur exemple. l'astrologie. Ouais. Étant en physique, je n'avais pas tous les outils, moi, avec mon cursus, qui permettaient de décrypter ou de comprendre l'astrologie, de montrer en quoi il y avait peut-être rien de tangible derrière. Et Mhm. grâce à la zététique, j'avais des gens qui s'y étaient intéressés et qui pouvaient montrer que voilà, ça tenait pas, quoi. Et donc Ouais. finalement, même qui avaient cru un certain nombre de choses, ouais, les signes, ça me paraissait pas trop bizarre, quoique un peu, mais là j'avais concrètement des outils pour m'en sortir moi-même. Et du coup, mais m'étant fait avoir moi-même, de me dire, grâce à ça, je pourrais peut-être éviter à d'autres de se faire avoir, donc de promouvoir cette. Je formalisais pas comme esprit critique à l'époque, mais c'était ouais, ce sens critique Mhm. qui permettait de distinguer ce qui était plutôt vrai de ce qui était plutôt faux. D'accord. Et donc tu me dis que malgré une formation scientifique,
sentais pas forcément que tu avais tous les outils nécessaires à arriver à des conclusions sur ces sujets-là. Clairement. Ah oui, pas du tout. D'accord. Ah oui, non, non, j'étais complètement éloigné de ça. Ouais. 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 Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut paraître surprenant si le fait qu'une formation scientifique, formation universitaire ne donne pas forcément les outils nécessaires pour enquêter sur des sujets, là on parle des sujets qui sont le paranormal ou l'astrologie en particulier. C'est quand même un peu surprenant, je dirais. Est-ce que c'était quelque chose qui venait de toi? Est-ce que tu penses que tu aurais mieux pu profiter des enseignements que tu as eus? Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment plus un manquement qui vient des enseignements en sciences eux-mêmes? Ouais, je pense que c'était un manquement des enseignements. Ouais. Pour être clair, je pense aussi que c'était dû au cursus. Moi, j'ai pas fait Mhm. de recherche, en tout cas, je me suis Ouais. arrêté. À l'époque, c'était une maîtrise, donc c'était très léger, quoi, l'aspect recherche, donc c'était D'accord. vraiment d'enseignement. Donc il y avait une volonté de bien maîtriser les concepts scientifiques qu'on était censé pouvoir enseigner plus tard. Mhm. Et dans ce parcours-là, il n'y a jamais eu de questionnement sur, si je peux appeler ça épistémologique, sur la valeur de ce qu'on faisait en science, de pourquoi est-ce qu'on raconte en science une certaine valeur. J'aime pas le mot, mais supériorité en tout cas pour prétendre décrire le réel. Ouais. Et en quoi justement on pouvait distinguer ce qui était scientifique de ce qui n'était pas, quoi. C'était Mhm. évident. Donc, il y avait, je pense que dans le cursus, il n'y avait pas cet aspect en quoi on peut distinguer ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas, en quoi on peut développer notre sens critique. Par exemple, moi, j'avais jamais entendu parler de confusion, ou en tout cas de distinguo entre corrélation et causalité. Jamais. Mhm. Alors que je me dis que si j'avais peut-être fait de la recherche, ça serait forcément arrivé. En tout cas, 4 ans d'études scientifiques, même 5, Mhm. sans, sans en parler. Bon, ça, c'est un exemple. Mais Ouais. c'est quand même pas rien, quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est quand même intéressant de se rendre compte de ça. Euh, Je suis pas le seul. Pour en avoir voilà, donc discuté c'était la avec d'autres, question que j'allais te poser je maintenant. suis pas le seul. Ouais, mais je pense que je peux confirmer à titre personnel dans une certaine mesure, c'est-à-dire que je pense qu'on peut dire sans exagérer qu'on enseigne pratiquement que les résultats scientifiques, peut-être aux dépens de la démarche scientifique en elle-même. En tout cas, en physique, puisqu'on a ce parcours, Ouais. il est évident que euh, j'ai jamais eu à me poser la question. Et c'est ce que faisait Henri Brock, en fait, dans ses enseignements de zététique au départ, c'était la question de la méthodologie scientifique. Quand il faisait étudier des phénomènes étranges ou paranormaux, le but, c'était évidemment pas de faire étudier les phénomènes eux-mêmes, c'était de mettre en place un protocole qui permettait de tester ces affirmations-là. Mhm. Mettre en place une recherche, même à petite échelle, mais avec des hypothèses et des tests expérimentaux bien conduits pour Mhm. éviter de se tromper le plus possible. Donc essayer de mettre en place ce protocole-là qui permettait de tester une affirmation donnée. Et ça, jamais dans ma vie d'étudiant, j'avais eu à le faire. Ouais, ouais, ouais. Je fais la distinction entre recherche, que tu peux peut-être aussi confirmer, du Mhm. moins toi-même tu essaies de te poser une question de recherche, de formuler une problématique, il va falloir l'évaluer, et mettre en place ce qu'il faut pour l'évaluer, c'est une revue de l'art, c'est d'émettre une hypothèse qui est testable et qu'on peut tester. Qu'est-ce que ça veut dire testable? Quels sont les paramètres qu'on va fixer, etc. Donc, Mhm. Ouais, c'est ouais, rien de plus que tout ça. ouais, ouais. Une partie, en tout cas, importante de ce qu'on développe aussi en zététique, c'est ça, quoi. C'est cette expérimental-là, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Ouais, ouais, historiquement, enfin, il me semble me rappeler que Henri Brock, justement, ce qu'il avait poussé, enfin, c'est un peu ce que tu as dit, mais j'insiste là-dessus, ce qu'il avait poussé à développer cette discipline, entre guillemets, de la zététique, c'était qu'il s'était rendu compte que les étudiants dans les cursus scientifiques, cursus universitaires, avaient, enfin, en tout cas, croyaient à un certain nombre oui, disons, de phénomènes, surnaturels, paranormaux, étranges. Je sais plus ce que c'était en détail, mais peut-être l'astrologie ou la télékinésie, les extraterrestres. Fantôme, etc. Mhm. Ouais. Et oui, et c'est vrai que ça lui semblait surprenant que dans ce parcours scientifique-là, les étudiants continuent à adhérer à ça finalement, alors qu'ils étaient censés avoir des outils.
pour trier justement dans toutes ces choses-là. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas de preuve que tout ceci existait. Donc voilà, ils se sentaient bien qu'ils auraient dû eux-mêmes pouvoir placer leur curseur, pas dans le même ordre que le reste de la population qui n'avait pas bénéficié peut-être d'un enseignement dit scientifique et donc Mhm. permettant de faire ce tri. Ouais. D'où problème. Pour continuer sur ce point, là, je suis allé voir sur le site du laboratoire de zététique. Bon, apparemment ça n'existe plus, mais il a Oui, toujours un site internet. Et il y a une page enfin, qui va tout à fait dans ce sens-là, mais c'est peut-être encore plus spectaculaire puisqu'on voit que les gens qui font des études supérieures ont des niveaux de croyance élevés, voire un peu plus élevés que la moyenne de la population, euh, notamment pour ce qui est des études supérieures non scientifiques. Euh, ouais, donc on a déjà commenté là-dessus, hein, sur le fait que peut-être il y a un manque d'éducation à la démarche scientifique, qui est défavorisé par rapport à l'éducation, à l'enseignement des résultats scientifiques. Euh, mais est-ce qu'on peut dire comment dire, est-ce qu'on peut dire que l'université ne fait pas tout à fait son travail? En France, je ne sais pas si tu as suivi ces choses-là, mais à partir des années 90, il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits par rapport à ce qui se passe dans l'université américaine, notamment autour de l'affaire Sokal, mais pas seulement. Donc il y a eu des livres qui ont quand même montré que dans une certaine mesure, dans certaines disciplines, dans certains départements, il y a oui, des pseudosciences qui sont encouragées à l'université. Est-ce que ça pourrait être, est-ce qu'on peut dire la même chose en France, à ton avis, de ce que tu as pu constater? Non, ça, j'ai quand même pas l'impression, en tout cas dans les disciplines Mhm. scientifiques, non. Autant Scientifique, non, oui. dans le supérieur, je connais pas assez de milieu pour répondre à ta question, donc je ne pas le confirmer ou l'infirmer. Euh, Par contre, est-ce qu'on peut observer qu'il y a des enseignements spécifiques pour développer ce qu'on appelle la pensée critique, ou en tout Ouais. cas une réflexivité en général, hein. Ça, c'est sûr, ça n'existait pas jusqu'à présent. On était quelques-uns à le faire, en tout cas moi, pas dans le supérieur, mais Charmant Voisin, Guy Maître Viron, je parle de ceux qui sont au Cortex parce que c'est ceux que je connais mieux et qui font des enseignements spécifiques là-dessus dans le supérieur. Et Henri Brock, évidemment, enfin, Mhm. faire des enseignements zététiques, on essaie de faire un état des lieux sur le site du Cortex sur ce qui existe en France. Ouais. Et évidemment, j'invite tous ceux qui en font à nous le faire partager. C'est une manière de faire connaître aussi ce qui se passe. À part ça, dans les autres disciplines, oui, c'est un peu compliqué parce que de dire que tu peux te dire en philosophie, enseigner la pensée critique, c'est presque ça devrait faire partie quoi, Ouais. et ça en fait certainement partie. Mhm. Euh, En psychologie, tu te dis aussi, en psychologie sociale, être capable de mettre en place une démarche scientifique pour étayer ce qu'on raconte. Donc là aussi, il y a un questionnement sur la science, sur ce qu'on fait en science, etc. Donc, je ne peux pas dire que ça ne doit pas exister, tu vois. Même si, est-ce que c'est suffisant pour Ouais. ça c'est compliqué c'est pour répondre à la question, parce que je suis juge et parti, tu vois. Je me dis, oui, Ouais. moi, je vais dire, il faudrait qu'il y en ait plus. Mais en même temps, ceux qui font peut-être déjà, ils devraient dire, ben non, ça suffit ce qu'on fait, quoi. Bon, D'accord. je suis quand même plus pour dire que ça doit évidemment être introduit dans les enseignements de manière presque automatique. Mhm. Ça, les cours d'autodéfense intellectuelle, puisqu'on les appelle comme ça aussi, zététique, explicatique, autodéfense intellectuelle, regroupent tout un paquet de choses. Ouais. Et évidemment, qui s'alimentent des disciplines, devraient être intégrés aux disciplines en tant que telles, si tu veux. Mais ça dépend des enseignants et de la manière dont ils voient la nécessité de développer ces enseignements-là. Mhm. Il y en a pour qui c'est évident, quoi. Il faut le faire. Et il y en a qui vont te dire, dans le supérieur, non, bah, on le fait déjà ou c'est pas nécessaire. Donc, ouais, j'ai pas de réponse Ouais, ouais. plus que mon expérience très très personnelle. D'accord, d'accord. Pour toi, l'idéal, ce serait donc plutôt finalement, qu'il n'y ait pas vraiment besoin de faire des cours de zététique spécifiques, mais plutôt que cette démarche soit déjà
considéré comme partie intégrante des disciplines qui sont enseignées par ailleurs. Oui, mais oui et à la fois non. C'est-à-dire que je me dis que dans toutes les disciplines, il devrait y avoir ces enseignements-là Mhm. intégrés, en fait, si tu veux. Ouais, Je sais pas, allez, je sais pas si c'est le bon exemple, mais tu peux faire des statistiques dans toutes les disciplines, si tu veux, tu peux te dire. Bah, à un moment donné, qu'il y a un module zététique, pensée critique, autodéfense intellectuelle, alimenté par la discipline en elle-même. Que ce soit en d'accord. histoire, en psycho, en physique, en SV, en ST, en maths, dans n'importe quelle discipline, tu peux faire ces enseignements-là. Et tu peux Mhm. t'alimenter de manière transdisciplinaire. Mais à minima, que ça soit enseigné dans chacun des cours comme un objet presque spécifique, oui, ça serait bien. Mais à l'intérieur des disciplines, je pense que ça serait presque l'idéal. Est-ce qu'il faut un enseignement spécifique de ça? euh, Je suis assez partagé là-dessus. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'on ne serait pas tous d'accord. Toi, moi, peut-être. Là c'est juste. Mhm. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait une discipline comme ça? Est-ce qu'il faut qu'elle soit à part? Mhm. Je ne sais pas. Ouais. Ça pourrait être presque perçu comme un aveu Ouais. que les autres disciplines ne fonctionnent pas suffisamment selon les préceptes de la pensée critique. Ouais, ouais, ouais. Bon, tu vois, je me dis, si je demande à Richard, Richard mon voisin, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait sachant qu'il fait ses enseignements, tu vois, comme ça, à la fac, Ouais. que ça marche, quoi. Il y a du monde, ça fonctionne, il y a une demande, ce qu'il fait, c'est d'une grande qualité, ce qu'a fait Henri Brock aussi, tu vois, ce que fait Guillemette Revière en Montpellier ou ailleurs, ou ce que fait Nicolas Montes aussi à Marseille. Il y a Mhm. deux zététiques, tu vois, du coup, il marche bien ces cours. Est-ce D'accord. qu'il reste comme ça à part, ou est-ce qu'il faut qu'il soit intégré dans les disciplines? Ah, j'ai pas la réponse à la question. D'accord. D'accord. Et donc, dans le cadre de ces enseignements-là, donc c'est dans des universités, c'est ça? Ouais. Ils s'intéressent toujours en priorité aux phénomènes paranormaux. Ça dépend. Ça En dépend. tout cas, oui, c'est une porte d'entrée, en fait. Ouais. C'est toujours perçu comme une accroche pour... Oui, c'est une accroche presque, elle est historique, hein, ça c'est sûr. Mhm. Euh, Clara Heger, qui fait partie du collectif aussi, fait ses cours de sciences et pseudosciences politiques. Elle a Mhm. une entrée qui est celle du paranormal pour commencer. Donc on n'est pas obligé de faire ça, évidemment. Mais moi j'ai trouvé, depuis le temps que je le fais, une vertu qui était assez en forme de pyramide. Tu vois, tu vas du plus facile et tu vas vers le plus compliqué, quoi. Mhm. Et c'est ça cette vertu, les phénomènes étrangers paranormaux. Parce que finalement, D'accord. on a un objet d'étude qui est qui nous permet, sans rentrer forcément dans les détails, de faire accepter, de faire comprendre, de faire digérer tout cet outillage, toute cette démarche pour l'utiliser après sur d'autres sujets qui deviennent plus complexes et plus difficiles. L'exemple des thérapies alternatives, c'est alternatives, tu les appelles comme tu veux, euh, de ces thérapies non conventionnelles, voilà, c'est un bon exemple. Tu fais pas ça pour la première heure de cours. Mhm. Parce que c'est plus, comment dire, c'est peut-être plus émotionnellement chargé ou c'est le sujet qui est plus scientifiquement touffu? Peut-être les deux? Les Les deux. deux. Quand tu poses la question, enfin, imagine la question, les questions qui peuvent se poser autour de l'homéopathie, euh, elles sont bien plus complexes que des questions simplement sur les voyants, tu vois. Mhm. C'est-à-dire la question politique autour des voyants, c'est pas la même que sur l'homéopathie. Si, ok, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pour les raisons qui sont affirmées? Est-ce qu'il faut que les gens se soignent avec, que ça marche ou que ça marche pas pour les raisons qui sont affirmées? Est-ce qu'on doit rembourser ce genre de trucs, que ça marche pas, etc. Mhm. Est-ce qu'on doit continuer? Les médecins doivent continuer à le pratiquer? Enfin, j'imagine toutes les. Ouais. Là, des questions qui sont plus vastes et qui ne nécessitent pas simplement quelques outils appliqués, quoi. Donc, c'est vraiment Mhm. besoin de voir tout dans son ensemble pour y répondre. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu as pu constater une certaine, comment dire, une certaine évolution de ce qui pouvait être les croyances populaires au cours des années, disons les croyances pseudo-scientifiques populaires au cours des années, ou est-ce que ça reste plus ou moins toujours axé sur les mêmes points? Bon, bah alors là, j'ai que mon expérience personnelle. C'est vrai que Ouais.
j'ai beau fréquenter beaucoup d'élèves à travers beaucoup de conférences ou de cours, tout simplement avec les élèves. Est-ce qu'il y a une évolution? Oui, alors au point de vue des phénomènes étranges et paranormaux, pas vraiment. Mhm. Surpris que les élèves connaissent le monstre du Loch Ness, qui a presque 100 ans, quoi, bientôt. Ils connaissent toujours les monstres bizarres, le triangle des Bermudes, des choses que moi, déjà, dans mon enfance ou toi, enfin, on a dû entendre. Mhm. Oh, ça c'est l'Atlantide. Il y a toujours ce même genre de choses-là qui revient. En tout cas, ils connaissent. Ils Mhm. ne sont pas en train de te dire, ah bon, jamais connu. Ce qui arrive peut-être un peu plus maintenant, c'est ce qu'on entend d'ailleurs qui est relayé dans les médias, c'est ce qu'on appelle les fameux scénarios ou théories du complot. Mhm. Et dedans, il n'y a pas que des phénomènes étranges et paranormaux. Là, justement, se greffent d'autres choses, quoi. C'est, évidemment, tu peux te dire, oui, les reptiliens, ça fait un peu plus paranormal que les francs-maçons. Ouais. C'est le même mode d'accroche. Oui, oui. Ceux qui pensent que la Terre est plate. Mhm. Pas de différence particulière, à part les fameuses donc, théories du complot qui ont là vraiment émergé. En fait, Mhm. je l'ai senti. Mais est-ce que c'est parce que c'est à la mode et que tout le monde en parle? Ouais. Parce que les gens, style, les médias se sont aperçus qu'il y avait des gens qui croyaient dans ce genre de choses-là, du coup, ils ont donné plus de visibilité, du coup, les gens s'en sont plus intéressés. Bon, difficile Mhm. de savoir qu'est-ce qui a donné naissance à quoi. En tout cas, c'est sûr que l'avènement de YouTube ces quelques années a permis à des vidéos à la fois sur les croyances autour de l'origine des espèces Mhm. créationnistes ou autour de, je te dis, la Terre plate. Ça, c'est tout nouveau. Moi, je disais il y a 8 ans, on rigolait déjà, mais c'était le fait que la Terre était creuse, quoi. Il y en a qui pensaient Ah que oui. creuse, tu te rappelles, au Mhm. pôle, dedans, alors il y avait toutes les versions, mais dedans, tu avais les Atlantes qui s'étaient réfugiés. Bon, Mhm. la Terre est plate. Et ce qui est surprenant, c'est que, ou pas d'ailleurs, hein, quand on connaît bien le sujet, c'est que c'est complètement fondé sur des arguments. Oui. Alors, quand on est un peu physicien, c'est plus facile à dépioter la Terre plate que d'autres Ouais. théories, mais euh, quand tu es confronté à des arguments qui t'avancent, il faut bien chercher pour être capable de répondre, parce qu'a priori, Mhm. tu peux te retrouver à dire, ah bah oui, tiens, c'est... Ouais. Bon, Ouais, ouais, il voilà. faut réfléchir un peu. Et c'est vrai que, alors, là, j'étais trop jeune, mais YouTube était, au début, était une plateforme pour beaucoup de créationnistes. Ouais, ça, c'est vrai. Et il y a un YouTuber anglais, je crois, oui, il est anglais, qui s'appelle Thunderfoot. Je sais pas si tu connais, mais il avait fait une longue série, ça fait un certain nombre d'années maintenant, de vidéos. Le titre, si je traduis comme ça à la volée, c'est pourquoi les gens se moquent des créationnistes. Et donc, il prend des arguments, à chaque fois peut-être un argument différent, et il montre pourquoi ça marche pas, quoi. Mais effectivement, dans un certain nombre de cas, il faut commencer à réfléchir un peu pour arriver à montrer en quoi c'est caduque. C'est pas si... Alors, évidemment, je te donne un exemple qui vient. Le gars qui te dit, en fait, il n'y a pas de satellite, regardez les fusées qu'on envoie, en fait, sont... regardez la trajectoire des fusées, il te montre une trajectoire parabolique. C'est Ouais. tout. En fait, à la fin, bah, la trajectoire parabolique, on a l'impression qu'elle redescend, quoi, tu vois. Mhm. Ça s'éloigne, du coup, ça fait bon. Et du coup, il dit, voyez, la fusée, en fait, elle retombe. Jamais elle part dans l'espace, tu vois. D'accord. Comment vous voulez qu'elle aille dans l'espace avec une trajectoire comme ça? Donc Mhm. là, on est vraiment dans la mauvaise interprétation de phénomènes physiques qu'il faut quand même un peu étudier pour comprendre. Mais Mhm. en même temps, quand on te dit comme ça peut quand même. Ouais, ouais. D'accord. Et est-ce que tu as pu percevoir une motivation derrière ces croyances, que ce soit créationniste ou terre plate ou ce genre de choses-là? Parce que intuitivement, je dirais, c'est sans doute lié à la religion. Est-ce que c'est quelque chose enfin, est-ce que c'est une question qu'un zététicien va se poser? Qu'est-ce qui motive les gens à croire ça ou... Ah oui, on se la pose. Après, Ouais. moi, je creuse pas assez ou j'ai pas assez le temps pour avoir une analyse et pour lire forcément des analyses derrière, même si j'essaye. Mhm. J'ai quand même l'impression que il y a quand même une histoire d'idéologie derrière, qu'elle soit religieuse ou autre. Ouais. Quand je posais la question à des éducateurs qui travaillent pour la protection judiciaire de la jeunesse,
et qu'en prenant l'exemple de scénario complotiste, je dis bon, voilà, c'est comme les gens qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, enfin, qu'il n'y a pas d'êtres humains qui sont allés sur la Lune, et qu'il y a 2 personnes qui ont levé la main en disant mais ça c'est vrai ça, on n'est pas allé quoi. D'accord. Je me dis qu'est-ce qui motive la personne derrière? Est-ce que c'est le fait qu'il y a plusieurs explications comme ça, mais tu sais, c'est l'idée qu'on fait partie des personnes qui savent. Nous ne sommes pas des moutons. On a bien vu qu'on nous menait en bateau, et moi, je ne suis pas un mouton. Ouais. Donc, je ne fais pas voir. Et presque, c'est valorisant pour la personne, parce qu'elle-même dit avoir un sens critique, juste pas se laisser avoir par ces gens. D'accord. Et c'est compliqué après de lui dire développe ton sens critique, tu vois. Après, tu veux lui dire quoi? Tu veux lui dire exactement le contraire. Tu lui dis, mais c'est toi qui es en train de te faire avoir. Qui est-ce qui a raison, tu vois, du coup? Donc je suis... Oui, qu'est-ce qui fait que les personnes croient en tout ça? Je pense que c'est extrêmement complexe. J'en suis arrivé là, c'est que disséquer pourquoi... Il y a Bronner qui travaille un peu sur la question. Ça, c'est vrai, la sociologie des croyances, c'est intéressant. Il y a plein de... Oui. Lui, il est sur les biais cognitifs qui nous amènent... Ouais. Mais derrière ta question, c'était plus... Il n'y a pas que les biais quoi, qui peuvent nous amener. C'est que... Je veux dire, c'est pas que les mauvaises connaissances en physique qui amènent quelqu'un à penser que le drapeau sur la Lune, il flotte parce que du coup, c'est dans un studio, tu vois. Pas parce qu'il s'est... Il n'y a pas une histoire que de biais cognitifs, c'est qu'il veut y croire quand même. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il veut y croire? Alors là, on tombe dans des raisons personnelles, sociologiques, religieuses, certainement aussi. Tu vois, c'est ça qui s'interconnecte, les relations avec qui, sur où ils traînent, les réseaux sociaux. Enfin, et là, on fait que de l'explication entre nous. Il y a pas de... Moi, je n'ai pas d'explication scientifique là-dessus. Il y a des courants, il y a des choses qui expliquent, mais je ne suis pas assez calé pour les apprendre. D'accord. Mais tu dis qu'il y a des sociologues qui s'intéressent à ça. Ouais, la sociologie des croyances, c'est quand même... Tu cites Bronner, ouais. Je connais un petit peu parce que je crois que c'est l'encadrant de thèse de Manuel Quinan. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Manuel Quinan, c'est quelqu'un qui fait sa thèse sur la sociologie, entre guillemets, de Michel Maffesoli et disons, ses principales influences qui l'ont précédé, ce qu'il appelle la galaxie de l'imaginaire. C'est lui qui a fait le canular? Ouais, c'est lui qui a participé. Ouais. Il a participé au canular, ouais. C'est pour ça que son nom disait quelque chose. Mais... Voilà. Et qui soutient sa thèse mercredi d'ailleurs. Ah. Ouais. Il va l'avoir du coup, ça va? On va voir. Ouais. Non, c'est pour ça que ce que tu disais aussi sur le paysage français, bon, on peut penser à Maffesoli ou des choses comme ça, qui oui, sont dans le courant de ce qui était décrié par les Sokal et Bricmont. Je pense que ça colle, mais tu sais mieux que moi. Ouais. Maintenant, leur influence au sein de l'université, est-ce qu'elle est majeure ou pas? Ça, c'est difficile à dire. Il n'y a que ceux qui travaillent dedans comme... qui peuvent en parler, je pense. Ouais. C'est juste... il y a des endroits où ils sont influents, d'autres non. Mais ils ont leur... comment dire? Ils ont leur place forte, quoi. Et même s'ils font pas de la sociologie... au sens scientifique du terme, si on peut dire ça comme ça, apparemment, ils ont quand même leur place forte à certains endroits à l'université. Comme la psychanalyse, qui a encore sa place de faculté de psychologie et qui est, et pour lesquels il y a quand même des affrontements selon les facs, de ce que j'en connais, en tout cas où c'est pas... Ça persiste, quoi, quand même. Donc, d'accord. Même s'il y a de la lutte, ça persiste. Ouais, wow. Ça, c'est impressionnant quand même. On a critiqué, entre guillemets, l'enseignement des sciences, je pense qu'on peut le dire. Hein. Tu as aussi mentionné brièvement celui de la philosophie, en disant que, bon, a priori, l'enseignement de la philosophie doit ou devrait comprendre celui de l'esprit critique. Je sais pas si... Là, c'est une question un peu subjective, enfin, c'est une question sur un avis subjectif de ta part, mais l'enseignement qui est donné en philosophie en terminale, est-ce que tu penses que ça va dans ce sens-là ou... Oui, alors, en plus, c'est rigolo, tu vois, j'ai un magnifique livre qui s'appelle, Les chemins de la pensée, philosophie terminale. Ah ben voilà, parfait. Philosophie. Et quand pour ça, honnêtement, c'est quand même assez alléchant, quoi. Tu vois les thématiques, la politique,
La raison et le réel. Mhm. Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La culture. Bon, au début, il y a la conscience, le sujet, l'inconscient. Voilà. Et tu vois toutes les questions qui sont posées sur le droit, la société, la liberté d'expression, la morale. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça pour développer justement ce jugement critique des gamins? Et donc, je pense que ça dépend. Moi, j'en ai côtoyé pas mal là, ces dernières années de profs de philo. Ça dépend des profs de philo, en fait, la manière dont Mhm. ils font leur enseignement. Ils sont assez libres hein, quand même pour faire. Ouais, ouais. Et finalement, j'ai eu vraiment de belles rencontres avec les profs de philo, qui eux-mêmes n'ont pas de formation scientifique, mais qui ont une Mhm. formation quand même en épistémo hein, forcément, ils en passent un peu par là. D'accord. Donc, est-ce que ça permet de le faire? Je dirais sur le papier, oui. Mhm. Est-ce que les profs le font vraiment? Je dirais oui, quand ils veulent, quand ils le peuvent. Et c'est bien un endroit où on peut le faire. Ouais. Donc, c'est le but, c'est de faire ça, quoi. C'est de faire émerger le questionnement, la réflexion, s'auto-questionner, questionner les autres, questionner les concepts. Enfin, on est quand même dans développer cette foutue pensée critique, tu vois, Mhm. en plein. D'accord. Moi, je pose la question pour plusieurs raisons. La première, c'est que en philosophie en terminale, on a tendance à enseigner des hypothèses comme des sortes d'opinions, par exemple. Justement, on parlait de la psychanalyse. C'est enseigné comme une espèce d'hypothèse, mais on ne sait pas est-ce que c'est vrai ou pas. C'est une Il y en a qui... possibilité parmi d'autres. En tout cas, c'est les souvenirs que j'ai. Euh, il y a d'autres exemples, je me rappelle du behaviorisme de Watson, tout ça. Souvent, on nous donne des hypothèses, mais en fait, il y a des résultats empiriques sur ces choses-là, mais ils sont pas mentionnés. Ça, c'est le premier point que j'avais en tête. Et le second, c'est que en France, on a toujours disons, cette querelle sur la place de la philosophie analytique. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais disons la philosophie euh, du type plus, comment dire, plus rationaliste et moins littéraire que ce dont que ce qu'on a l'habitude de pratiquer en France et en Allemagne, peut-être, traditionnellement. Tout à l'heure, je regardais une de tes présentations. Il me semble que tu citais Bertrand Russell et Daniel Dennett. Et c'est des auteurs qui, en fait, ne sont pas mentionnés au programme Russell, peut-être très très rarement, même pas dans le chapitre sur la religion. J'étais retourné voir Ouais. mes cours de terminale. Est-ce que tu penses que c'est un manque, que c'est un défaut des programmes et que ça aiderait la philosophie à devenir une discipline plus rigoureuse et plus favorable à l'esprit critique Ouais. si on mettait ces auteurs à l'honneur, quoi. Oui, et oui, bah, j'en suis persuadé. Ouais. Ça me semble l'ouverture vers ce type-là de philosophie, en tout cas, au moins Russell, ça me semblerait. Mais tu vois, en fait, les enseignants que moi j'ai pu croiser, ils sont dans cette dynamique-là, en tout cas. Mhm. Forcément, D'accord. j'ai croisé des enseignants qui étaient sensibles au Ouais. sujet qu'on venait apporter, donc c'est pas représentatif, on est d'accord, mais n'empêche que eux, il n'y avait pas besoin de leur dire, tu vois. Et Mhm. même dans la philosophie continentale, ils prenaient ce qui était tout à fait beau, en tout cas qui permettait justement de ne pas tomber dans ce relativisme ou des choses pseudo-scientifiques à la Bergson, j'en parlais encore sur Mhm. mon collègue, son interprétation de la relativité, enfin, Ouais, par exemple. par exemple, mais c'est le temps. Donc, et encore, on ne parle pas de psychanalyse ou Mhm. de tout ce qu'on a pu avoir avec Lacan et compagnie. Donc, ouais, ça serait bien utile, ouais, je pense. Ouais. Mais toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait lire aux enseignants de philosophie pour qu'ils passent le CAPES de philo quels sont les enseignants dans les universités françaises et qu'est-ce qu'il faut. Je ne suis pas du tout capable de répondre à ça et voir comment ça s'oriente en tout cas dans les cursus Ouais. philo, mais pour avoir fait quelques détours par des collègues qui travaillent en épistémo ou en philosophie des sciences, là j'ai l'impression quand même qu'il y a on, on- on est, on va chercher aussi ailleurs, quoi. Mhm. Pas restreint Europe continentale et on va chercher aussi sur le continent nord-américain avec des auteurs qui ont une approche un peu différente.
D'accord. Tu penses que la dynamique est plutôt dans le bon sens, quoi, sur ce point-là. Parfois, j'ai pas eu de mauvaise surprise, en tout cas avec les collègues que j'ai rencontrés dans le labo que j'étais, c'était à Marseille. Ouais. Euh, je suis pas tombé sur justement du Fayard à bande à tout prix, tu vois, ou du Kuhn Mhm. mis à la sauce relativiste. Ouais, ouais, d'accord. Je vois. C'était pas ça. C'était beaucoup plus, comment on appellerait ça, épistémologie, ouais, analytique, quoi, tu vois. Enfin, Mhm. j'ai un bouquin, ouais, je sais plus s'il est commencé à lire ça, tu vois, Essai d'épistémologie réaliste. Tu vois. C'est... L'auteur, c'est qui? Elisard, Ah ouais, ça me dit pas grand-chose. disciple de Karl Popper et Ah oui. Dim. Voilà. Il a contribué à méthodologie, programme scientifique. Ses travaux portent sur des problèmes classiques de philosophie des sciences, aussi bien que sur des problèmes de théorie de la connaissance, du M et compagnie. Son approche s'inscrit dans la tradition française du M. Poincaré, Meyerson, aussi Mhm. bien que dans la tradition allemande et anglo-saxonne, Russell, Quine, Kuhn. Donc, voilà. D'accord. C'est pas purement de la philosophie, je pense. C'est l'épistémo. Ouais, ouais, d'accord. Hmm. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, je dirais. Je sais pas si tu souhaites approfondir un point en particulier ou si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, oui, il y a la question des limites en fait de la zététique et jusqu'où on Mhm. peut aller, en fait. Je trouve que ça c'est un sujet qui est assez. C'est ça qui est génial finalement dans l'approche zététique. C'est que je te disais au départ, moi j'y suis rentré par cette question de débunker, évangéliser les pauvres petites personnes qui croyaient encore à des trucs bêtes et leur montrer que c'était faux et je croyais que c'était aussi simple que ça. Mhm. Finir avec des sujets qui sont de fait politiques dans le sens où ça nous touche tous. C'est pour ça qu'on parle d'autodéfense intellectuelle. Euh, Là, dans un tournant, à mon avis. La zététique doit-elle rester cantonnée à l'analyse des phénomènes étrangers paranormaux? Doit-elle s'ouvrir un petit peu plus? Est-ce qu'elle doit justement essayer de toucher à d'autres sujets? Ouais, ça me questionne en fait. Je me dis, euh, ça devient à la mode, l'esprit critique. Ça, c'est, voilà, il y a plusieurs champs. Toi, maintenant, tu as zététique, connu, c'est connu. Esprit critique, ça devient très à la mode. Autodéfense intellectuelle, une autre connotation. Scepticisme. Et tu vois, comment on va faire pour regrouper tout ça? Est-ce qu'il va falloir faire des champs distincts? Est-ce qu'il va falloir parler des sophismes et des arguments fallacieux à part pour les appliquer aux phénomènes étrangers paranormaux, mais laisser de côté tout ce qui est politique? Est-ce qu'il faut parler de politique et décortiquer les arguments des programmes politiques? Est-ce que décortiquer l'économie et ce qu'on nous raconte sur ouais, des sujets sociaux, est-ce que ça aussi, ça doit rentrer dans l'analyse d'un zététicien ou pas? Est-ce que nous, en cours, on peut se permettre de faire tout ça? Est-ce qu'il faut centrer sur la méthodologie? Tu vois, là, on se retrouve avec une galaxie ouais, de concepts et de champs qui sont touchés. Encore, pas parler de la psychologie, on l'a dit un peu, mais la sociologie des croyances, la psychologie des croyances. T'imagines tous les champs qu'on touche, en fait. Mhm. C'est Et dans chaque cas, en fait, on va devoir creuser un sujet spécifique. Alors, et si on prend juste l'évolution, la question du créationnisme, t'imagines, enfin, tout ce que ça peut nécessiter. Ouais, ouais. C'est des vraies questions parce que les gens sentent que, puisqu'on est dans l'actualité, tout le monde là se dit, tiens, mais comment je fais pour vérifier une information Mhm. sur Internet? Voilà, maintenant, on a plein d'informations et tout le monde se dit, il va falloir vérifier l'information. Et ça, c'est au cœur de la démarche zététique. Ouais. Est-ce qu'il faut parler de démarche zététique ou de culture informationnelle, comme disent certains, tu vois. Mhm. Une sorte d'hygiène du numérique, tu vois, tu aurais une hygiène mentale, pour reprendre la Ouais, ouais, ouais. chaîne de Christophe Michel, mais tu vois, une, Mhm. une hygiène informationnelle, une hygiène zététique, une hygiène critique. Tu vois, est-ce que ça doit être synthétisé dans un champ? Ça, c'est vraiment des questions moi, qui m'intéressent maintenant au point de vue enseignemental, pédagogique. Euh, on nous dit qu'il faut développer l'esprit critique, ok, mais on fait comment et par quel biais? Voilà. D'accord, d'accord. Vraie question que j'ai envie de conduire. Et le cortex, c'est simplement ça au départ, pour juste le redire, c'était cette idée d'essayer de travailler ensemble avec des gens qui avaient exposé à peu près les mêmes questions, d'essayer d'avancer dans les méthodes qui nous permettaient d'arriver à développer
ce sens critique à travers une base commune qui est celle de la démarche scientifique. Ouais, je trouve que c'est un bel objectif, quoi. Absolument. C'est un très Merci. bel objectif. Comment? Merci en tout cas pour Ben écoute, ouais, l'échange. C'est toujours ouais. intéressant de discuter de ça, mais c'est des questions que maintenant tout le monde se prend dans la tête, justement à cause de cette sensation qu'on a. Tiens, ça serait peut-être une question intéressante. Mhm. Attends, je te montre le. Peut-être que tu pourras faire le lien avec ça. Ouais. Dans le, donc tu connais la revue Science et Pseudosciences, Mhm. j'imagine, Ouais, ouais. de la FIS. Dans le numéro, attends, je ne me trompe pas. Voilà, dans le numéro 318, Mhm. il y a un article de Bricmont Ouais. qui s'appelle Comment justifier l'autorité scientifique. Mhm. Euh, Là, je trouve que le questionnement, il était vraiment pertinent parce qu'il a encore touché là le cœur de quelque chose. Si tu réfléchis bien, euh, moi, bon, toi peut-être plus parce que tu es dans la recherche, Mhm. n'ayant jamais vérifié la charge d'un électron, n'ayant jamais vu de près ou de loin la tête d'un atome à travers un microscope parce que je suis jamais allé dans un laboratoire où ça y était, n'ayant jamais vérifié la célérité de la lumière, n'ayant jamais fait tu vois, des expériences concluantes parce qu'à chaque fois c'était dégueulasse les mesures qu'on faisait. Donc, sachant quand même que j'ai fait des études scientifiques, je me borne à devoir faire confiance à un paquet de choses. Ouais. Et la question qui pose là-dedans, c'est ok, nous physiciens, on a de bonnes raisons parce qu'on a quand même touché du doigt le matériel, on a vu des gens qui travaillaient dedans, on les a rencontrés, on a éprouvé les calculs, on a quand même fait quelques mesures qui pouvaient s'avérer vraies. Mhm. Mais le 99,9% des gens qui font pas ça, Ouais. qu'est-ce qu'ils font autrement que faire confiance en fait? Mhm. Et donc ça pose une vraie question. Et là, le coup de la vérification de l'info sur Internet, c'est ça. C'est à qui tu peux faire confiance au final, puisque tu peux. L'idée de pouvoir tout vérifier tout le temps, elle est illusoire. Parce qu'à chaque fois, on peut te dire oui, j'ai recoupé les informations, j'ai vu que c'était vrai. Ouais. C'est pas pour ça que c'est vrai. Et il y a Mhm. des fois où tu peux recouper des informations. Enfin, au-delà de tout doute raisonnable, c'est vrai, mais en vrai, si tu veux douter de tout, tu peux, quoi. Donc il y a toujours cette question du fameux curseur de vraisemblance qui arrive, et dans le curseur de vraisemblance arrive la question de la confiance. C'est pas qu'une question de vraisemblance. Tu peux te dire, les gens, je vais devoir leur faire confiance, et pourquoi? Et ce qui remet en question là, c'est justement cette perte de confiance qu'il y a dans le milieu scientifique, envers le milieu scientifique. Regarde le coup des vaccins. Mhm. Comment ça, quoi? Ouais. Pourquoi en France on doute à ce point-là de l'efficacité des vaccins? Et pourquoi moi pourquoi moi je fais confiance du coup? Tu fais confiance en fait. Mhm. Pourquoi tu fais confiance aux résultats des mecs qui travaillent sur l'évolution ou sur la biologie? Tu connais rien en bio, j'imagine. Pas grand-chose. Voilà. Pourquoi tu fais confiance en fait? Ouais, c'est une excellente question. Voilà. Donc, toutes ces questions m'animent et m'échauffent la tête. Mhm. Et tu garderas pas, mais je trouve que c'est des vraies questions en fait qu'on doit se poser. Ouais, c'est un excellent questionnement. Mais écoute, en tout cas, merci Denis d'avoir répondu à mes questions. Je coupe l'enregistrement.